Donc, j'ai intitulé mon webinaire Comment l'analyse de la valeur participe au développement durable. Et justement, j'insiste là-dessus par rapport au développement durable et non pas l'écologie. Parce que c'est quoi le développement durable? Eh bien, pour être très clair, le développement durable, c'est le résultat de 3 axes. Un axe écologique, un axe social et un axe économique. Le développement durable, vous voyez, il est au milieu là. Si vous faites, si dans un projet, vous regardez le côté écologique et le côté sociable, votre projet, il va être vivable. Vous allez trouver des solutions vivables. Si vous regardez dans vos projets un axe écologique et un axe économique, votre projet sera viable. Et si vous regardez uniquement l'objet économique, l'aspect économique et l'aspect social, vous aurez un projet équitable. Pour moi, ça, c'est insuffisant de regarder ça. Avec d'autres collègues, on s'est dit, mais ce qu'on veut faire, c'est relier les trois, l'aspect écologique, l'aspect social et l'aspect économique pour faire quelque chose de durable. Et on s'est posé la question, oui, mais alors comment on fait? Ce que je vous présente là, c'est notre résultat, c'est-à-dire, on s'est dit, eh bien, la seule chose qui va pouvoir nous mener à faire des projets durables, c'est d'appliquer l'analyse de la valeur à l'éco-conception. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'est mis à la pensée éco-conception? Ben, tout simplement parce que en France et en Europe, eh bien, il y a une demande du marché qui est de plus en plus pressante par rapport, je dirais, au public et puis aux grands donneurs d'ordre des grandes entreprises qui se mettent à dire, bon, ben, c'est intéressant de regarder cet aspect éco-conception. Ensuite, derrière, il y a un cadre réglementaire qui est de plus en plus contraignant, qui est issu donc de la communauté européenne et donc qui, malheureusement, j'ai envie de vous dire, la communauté européenne, elle fonctionne avec des ordonnances réglementaires et elle dit, bon ben voilà, pour faire, je dirais, du développement durable, eh bien, vous allez vous limiter ou vous interdire de certaines substances. Vous devez être au courant que, en jouant à ça, eh bien, vous avez, via, je dirais, les informations, eh bien, chez nous, par exemple, les agriculteurs qui sont dans la rue. Et puis, on va venir vous dire, la communauté européenne, elle va venir vous dire aussi, bon, bah, et puis l'énergie, hein, il faut, je dirais que ne pas en consommer trop. Donc, on va vous donner des exigences d'efficacité économique. Bon, c'est bien, on a un cadre réglementaire, on va essayer de faire avec. Et puis, on a des opportunités de marché. C'est-à-dire que parler d'éco-conception via le marché industriel ou de services, c'est quelque chose qui est intéressant parce que vous rentrez dans un argumentaire commercial de compétitivité par rapport, je dirais, à vos concurrents. Et ensuite, quelque chose qui est hyper important, c'est que, eh bien, réfléchir à un projet en éco-conception, ça vous permet de contribuer à l'image de marque de votre entreprise. Alors, qu'est-ce que disent les normes? Je vous en ai mis qu'une seule qui est la base, hein. Là, il y en a d'autres, mais donc une base ISO, donc elle n'est pas européenne, mais elle est bien mondiale, donc qui est le management environnemental qui, je dirais, sur laquelle vous pouvez vous appuyer sur, les aspects environnementaux dans la conception et le développement de produits. Cette norme n'apporte pas de recette, vous ne donnera pas de recette comme toutes les normes pour transformer un produit X en un produit éco-conçu. C'est pas possible, une norme, elle n'est pas faite pour ça. Par contre, ce qu'elle va pouvoir vous apporter, c'est des principes, des exigences à respecter et des stratégies à mettre en œuvre. L'important de cette norme 14 062, c'est qu'elle vous apporte aussi, un aspect qualité, démarche qualité,
parce qu'elle va vous demander de lister les exigences de votre client en termes environnementaux. Et puis, elle va vous pousser à répondre comment est-ce que, avec votre projet, vous pouvez faire évoluer le marché de l'éco-conception et de l'environnement. Donc, très rapidement, une petite synthèse. Qu'est-ce que c'est que l'éco-conception? C'est l'intégration des critères environnementaux dans la conception. Alors, la plupart des entreprises, quand je leur dis ça, ils rigolent, ils disent: «Mais nous, on en fait déjà». «Ah bon, vous en faites déjà?» «Bah, bien sûr, parce que quand on conçoit, des produits, eh bien, on regarde, des critères et on prend en compte des critères environnementaux». Par exemple, justement, quelque chose qui est, très utilisé chez nous, c'est l'origine des matières premières. OK, c'est bien. On va Et moi je leur réponds: «Bah, écoutez, c'est bien, c'est un début, mais vous faites pas de l'éco-conception». Parce que l'éco-conception, ça va être, un outil qui va nous permettre d'intégrer tous les critères dans notre conception et qui va regarder l'ensemble des mécanismes environnementaux de votre projet. Donc, 2 axes à l'éco-conception. On va intégrer les considérations environnementales dès la conception du produit ou du service. Et pourquoi dès sa conception? Parce que c'est là où vous avez, je dirais, la possibilité de changer le plus de choses possible. Parce que vous avez toutes les alternatives techniques, eh bien, dans les mains. Alors que si vous commencez et si vous regardez les conceptions environnementales après que votre projet est démarré, bah, ça sert plus à rien. Vous avez, je dirais, vous êtes pieds et poings liés. Et puis surtout, c'est qu'on va penser cycle de vie du produit, c'est-à-dire du berceau au tombeau, démarrage, naissance, à sa mort. Et effectivement, tous TOUS, hein, tous les projets que l'on fait ont une naissance et ont une mort. Il n'y a pas de projet qui soit éternel, c'est pas possible. Alors, comment va-t-on faire en termes donc de liaison avec l'analyse de la valeur? Eh bien, on va tout simplement faire établir un cahier des charges fonctionnel du produit qu'on est en train d'étudier et on va intégrer les impacts environnementaux dans le cahier des charges fonctionnel et on va regarder ça et intégrer ces impacts tout au long du cycle de vie. Ensuite, on va optimiser l'ensemble des paramètres qui définissent le produit. Alors, je vous ai fait deux petits croquis. Le cycle de vie d'un produit, eh bien, vous avez des matières premières et de l'énergie qui va rentrer. Ensuite, eh bien, vous allez passer ces matières premières et cette énergie vont rentrer dans des procédés de fabrication. Ensuite, vous faites la distribution de votre produit. Vous allez avoir une phase d'utilisation du produit qui est hyper importante parce que je dirais qu'une fois que vous avez distribué votre produit, vous n'êtes plus maître de son utilisation. Donc, si vous voulez être maître de son utilisation, il faut y penser avant, hein. Il faut y penser là, à ce niveau-là, là, au début. Ensuite, une fois que c'est utilisé, eh bien, on va, je dirais, «jeter» le produit, entre guillemets, ou le faire mourir, si vous voulez. Et là, c'est là où on va penser, dès sa conception, à la valorisation du produit usagé. Qu'est-ce qui part en déchets? Qu'est-ce qui part en recyclage? De façon à lui refaire, donc faire une boucle donc, de naissance à la mort. Sur un service, c'est pareil. Il n'y a aucun service rendu qui est, je dirais, éternel. C'est pas vrai. Donc, on va faire la même chose. Il rentre des matières premières et de l'énergie, mais là, ici, au lieu d'avoir un procédé de fabrication, on va penser à des infrastructures. Ces infrastructures, eh bien, forcément, il faut des accès à cette infrastructure. Et puis, bah, le service que vous allez rendre, eh bien, il va être utilisé. Une fois qu'il ne sert plus,
eh bien, il faut démanteler le service avec la même chose. Qu'est-ce qu'on va jeter et qu'est-ce qu'on va réutiliser? Donc ça, c'est l'état d'esprit et je dirais que l'on va prendre pour, je dirais faire, notre approche, donc analyse de la valeur, éco-conception. Alors, je vous ai parlé des impacts du produit tout au long du cycle de vie. Donc, ça veut dire qu'on va regarder au niveau des acquisitions des matières premières, au niveau de la production et de la fabrication, qu'est-ce qui se passe? Au niveau de la distribution, est-ce que je fais une distribution directe? Est-ce que je passe par des grossistes? Ah oui, mais alors derrière les grossistes, quel niveau, quel réseau de distribution? Ou bien, ben, je vais m'adresser directement à des détaillants. Ensuite, très gros point, comment le client final va utiliser mon produit et puis comment je vais l'éliminer. Donc, cette analyse du cycle de vie va me servir au diagnostic initial, à savoir qu'avec cette analyse du cycle de vie, je vais me poser comme question quelles étapes ont les plus forts impacts. Donc, une fois que j'ai déterminé ça, où dois-je porter mes efforts? Et puis, me poser surtout une question effectivement essentielle. Si je mets un peu plus de matière en production, par exemple d'isolant, est-ce que je vais faire gagner beaucoup d'énergie en utilisation? C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais rentrer en matière en production? Eh bien, est-ce que ça va me faire gagner quelque chose en utilisation? Question, voilà, auquel je vais répondre. Donc, pour faire de l'éco-conception, il vous faut une méthode d'évaluation pour le diagnostic initial éco-conception. Donc, quels sont les principaux impacts? Quelles sont les priorités d'amélioration? Et il vous faut une méthode d'évaluation de la conception de vos nouveaux produits et pour les comparer et pour pouvoir choisir des solutions. Et là, eh bien, nous, enfin, disons que nous, ce qu'on a fait, eh bien, c'est qu'on s'est dit, eh bien, c'est l'analyse de la valeur qui va nous aider à faire ça. Donc, je vous rappelle très rapidement que la valeur, c'est un rapport, c'est une utilité sur un coût, c'est-à-dire des satisfactions du besoin sur des consommations de ressources. Donc, très rapidement, on va dire je dirais les trois étapes essentielles de l'analyse de la valeur, c'est analyse fonctionnelle du besoin qui va nous entraîner, je dirais, à écrire un cahier des charges fonctionnel. Après ça, je vais chercher des solutions créatives et puis ensuite, eh ben, je vais analyser mes solutions. Donc, si je fais rentrer mon aspect environnemental, bah, quand je vais faire l'analyse fonctionnelle du besoin, eh bien, je vais chercher quelles fonctions environnementales, donc d'usage, d'estime et de service, vont pouvoir être rentrées dans l'analyse fonctionnelle. Ensuite, en termes de recherche créative, ben, je vais chercher des solutions innovantes en termes d'environnement. Et puis, quand je vais faire mon analyse des solutions, eh bien, je vais chercher, bien sûr, la solution qui a la meilleure valeur. Ce que je vais vous faire maintenant, c'est vous montrer comment on a fait sur un exemple que j'ai piloté pour un client. Euh, C'est la création d'un pôle commercial régional pour les clients et les commerciaux de cette entreprise. Bon, cette étude, elle a été faite, vous voyez, en 2019. Alors, d'abord, cadrage du projet, c'est ce qu'on fait, hein. Alors, on travaille pour qui? On travaille pour une grande entreprise qui est basée en région parisienne et puis qui ont des équipes de commerciaux dans toute la France. Les souhaits de l'entreprise. Alors, cette grande entreprise, pour vous donner un tout petit peu, plus de détails, c'est une grande entreprise, internationale. L'origine, c'est une de grande entreprise japonaise et elle est basée, je dirais dans le monde entier et en particulier, donc elle a une représentation donc en France. Alors, les souhaits de l'entreprise, supprimer les coûts des locations ponctuelles. Parce que qu'est-ce qui se passe? Alors, ce qui se passait avant cette étude, c'est que les équipes de commerciaux, eh bien, quand ils allaient voir des clients, mais aussi je dirais, ils louaient des salles
pour pouvoir eh bien, discuter avec des clients, mais aussi discuter entre eux. Donc, l'entreprise voudrait qu'on arrête de louer des salles comme ça ponctuellement, voudrait créer à la place une salle de réunion et de formation aussi pour tous les commerciaux, de façon à ce que cette salle de réunion qui serve de formation, elle puisse mettre à disposition des documentations, des échantillons de produits, etc. Elle pourrait mettre à disposition donc des commerciaux, eh bien, du matériel bureautique et informatique plus important que ce qu'ils ont, que leur ordinateur qu'ils ont chez eux. Et puis, bien sûr, ils nous donnent comme axe réduire l'impact environnemental au maximum. OK. Alors, avec l'équipe, donc une équipe de représentants de la direction et de commerciaux, on décide de commencer à travailler dans la zone Grand Ouest de la France et d'appliquer l'analyse de la valeur et de l'éco-conception, puisque c'est notre, je dirais, c'est notre premier projet. Donc, on a des idées, on a du savoir-faire, mais on ne l'a jamais mis à l'épreuve. Donc, la direction nous dit, OK, allez-y. Donc, on s'est posé comme question, donc on a d'abord validé le besoin. Donc, qui est concerné? Bah, l'entreprise, les clients, les commerciaux, mais aussi les propriétaires des locaux qu'on va, je dirais, auxquels on va s'adresser en location. Il y a tous les commerces de proximité du local qu'on va louer. Sur quoi la solution agit-elle? Bah, sur le service rendu et sur l'environnement. Où la solution va-t-elle être mise en œuvre dans la région ouest? Quand est-ce qu'elle va être mise en œuvre? Ben, on nous demande, l'entreprise, le patron nous dit, ben, écoutez, dans 6 mois, ça doit être fini. Bien, monsieur. Comment? Il nous laisse les mains libres, pas de contraintes particulières. Alors, pourquoi? Ben, le but, c'est de diminuer les coûts et l'impact environnemental et la cause, c'est d'améliorer l'efficacité de travail des commerciaux et augmenter l'image de l'entreprise. Je vous rappelle que c'est une image, donc c'est une entreprise japonaise. Donc les Japonais sont déjà très soucieux de leur environnement, hein. Et donc le patron veut que, eh bien, afficher que l'entreprise en France, eh bien, elle est en avance sur ses concurrentes. Et puis, ben, on nous donne une enveloppe budgétaire donnée. Je vous donnerai ça donc à la fin. Donc, on va faire de l'analyse de la valeur. Donc, d'abord, on va faire de l'analyse fonctionnelle. Et puis, on va rechercher des fonctions de service. Et puis, chaque fonction de service établie, on va je dirais, la détailler en critères, niveau, flexibilité. Alors, je ne vous donne pas toute l'étude, bien sûr, mais voilà ce que l'on a fait. Donc, on a déterminé les fonctions de service, d'adaptation et d'estime. Donc, notre pôle commercial, il a quoi? Les éléments extérieurs les plus importants, bah, ce sont les clients, ce sont les commerciaux. Ensuite, il y a la salle et puis il y a l'environnement. Donc, on va déterminer les fonctions de service, là, en bleu, bah, entre les commerciaux et les clients, bah, le pôle commercial, il va leur permettre de travailler ensemble. Entre les commerciaux et l'environnement, eh bien, le pôle commercial va utiliser l'environnement. Entre les commerciaux et la salle, bon, bah, et le pôle commercial doit permettre d'accéder, permettre l'accès à la salle des commerciaux. Ensuite, quelques fonctions d'adaptation. Ben, le pôle commercial, il faut qu'il s'adapte aux clients. Et ben, il faut qu'il s'adapte aux gens qui vont rentrer, plus les documentations, etc. Et puis, ici, eh bien, on a la fonction d'estime qu'on va mettre sous cette forme, réduire l'impact environnemental. Alors, on est bien d'accord que je vous ai montré l'essentiel, je ne vous ai pas tout montré, hein, on n'a pas le temps. Donc ensuite, on va passer toutes les fonctions en durée, fréquence, efficacité.
nombre, âge, le nombre de matériel, et aussi, hein, donc nombre de commerciaux, leur âge, qu'est-ce qu'ils ont à leur disposition. Et donc, on va faire l'analyse du cycle de vie de chaque solution, c'est-à-dire analyse du cycle de vie du point d'implantation, de la situation, le bilan du pôle, l'équipement du pôle et l'impact du pôle sur son environnement. Donc, le point d'implantation, trouver le meilleur emplacement géographique pour impacter le moins possible l'environnement et essayer de diminuer le déplacement des commerciaux. La situation du pôle, un local en location, proche des services de restauration et d'hôtellerie et apte à se déplacer à pied et non pas en voiture. Le bilan du pôle, eh ben, on va faire l'inventaire du bâtiment, donc sa conception, le type, je dirais, de sol, la consommation du bâtiment, l'entretien, etc. L'équipement, de quoi a-t-on besoin? De mobilier, de téléphonie, d'informatique, de stockage et puis ben, de convivialité. Ça vaut mieux quand on fait du commerce. Impact du pôle, eh bien, on choisit de faire en sorte de recycler les déchets quotidiens, recycler les matériaux quand ils sont en fin de vie, et puis on va essayer de faire la consommation la plus basse possible. Alors, le point d'implantation, 12 villes de lieux de résidence des commerciaux, situés dans le Grand Ouest. Donc, il faut un point d'implantation et 12 villes donc, de lieux de résidence. Donc, on va essayer de trouver l'emplacement le plus central possible afin de limiter l'impact carbone dû au déplacement en voiture. Ils ont des voitures diesel, hein. Et 3 choix possibles après discussion entre le groupe de travail. Ils disent, bon, ben, 3 choix possibles, Nantes, Rennes ou Le Mans. Alors, puisque je sais que je ne m'adresse pas à des Français, je vous ai mis une petite carte. Voilà, vous avez Paris, donc l'entreprise, elle est là, et tous les commerciaux, vous allez le voir, ils vont je dirais, de la Normandie, ici, la Normandie, la Bretagne, et ils descendent ici presque jusqu'à Bordeaux. Voilà. Et donc, les 3 choix qui sont faits, c'est donc Rennes, Le Mans et Nantes qui sont ici dans les Pays de Loire. Comment avons-nous fait? Eh bien, vous avez donc là à gauche le lieu d'habitation des commerciaux, donc Lorient, Vannes, Tours, etc. Et puis, on a regardé les 3 points d'implantation, Nantes, Rennes et Le Mans. Pour chaque commercial, on a calculé le nombre de kilomètres qu'il faisait pour arriver à Nantes. Bon, bah, par exemple, le plus loin, c'est celui-là. Il habite Bourges. Bah, Bourges, pour aller à Nantes, eh bien, si le local est à Nantes, il va se payer 360 kilomètres. Donc, ce que l'on a fait, c'est que l'on a calculé, et donc on a fait la même chose, hein, pour Rennes et pour Le Mans. Ensuite, on a calculé le coût donc, de dépenses donc, du trajet et le temps ici perdu à se déplacer. Parce que le commercial, OK, par exemple, je prends celui-là, Orléans, il a 310 kilomètres à faire, donc ici je vous ai mis, hein, ils ont des 308 diesel. Bon, et ben, et 310 kilomètres, OK, ça je sais calculer son coût de trajet, mais le temps qu'il perd, 3h38, les 3h38, pendant qu'il était en train de conduire son véhicule, il n'est pas en train de travailler. D'accord? Donc, ça va coûter de l'argent en entreprise. Donc, on a fait ça pour les 3 lieux sélectionnés. Et pour chacun des lieux, on a calculé le nombre de kilos de CO2 qui sont rejetés par les trajets. Et vous voyez que, eh bien, celui je dirais l'endroit qui dépense le moins de CO2 au niveau environnemental, bah, c'est Nantes. Donc ensuite,
on s'est dit, bon, OK, pourquoi pas, je dirais pourquoi pas Nantes. Alors, ensuite, la situation du pôle. Bah, il faut trouver une implantation proche d'une zone commerciale et hôtelière pour éviter au personnel de prendre leur voiture pour aller manger ou aller dormir, puisque à 310 kilomètres, il y en a qui vont pas rentrer chez eux le soir. Ensuite, on a dit: «Ben, on va essayer de trouver un rez-de-chaussée pour éviter l'ascenseur qui est un consommateur d'énergie». Ensuite, on a dit: «Ben, pour le pôle, on va demander la classe économique énergétique du bâtiment. On va regarder si les locaux sont climatisés, quel est l'impact, des locaux en termes de bruit, donc leur consommation d'énergie et l'environnement. L'éclairage, basse consommation, nettoyage du sol et de la matière, carrelage, lino, moquette, type de produit de nettoyage utilisé pour un recyclage environnemental, le local informatique, est-ce qu'il faut une climatisation ou pas? Ensuite, et dans le local, eh bien, s'il y a des gens qui veulent non pas aller au restaurant, mais faire, leur cuisine, ben, il faut une cuisine, il faut des toilettes et puis, il faut, impérativement arriver à mesurer l'économie d'eau. Et puis, ben, on va regarder aussi le type de revêtement mural, qu'on va mettre. Équipement du pôle, qu'est-ce qu'on va y mettre? Bah, des bureaux, des chaises, des tables de réunion. Donc, on va dire, OK, chaises, table de réunion, il faut que tout ce qu'on va mettre là-dedans, eh bien, il faut que ce soit recyclable. Donc, prévoir du bois, du métal et attention aux revêtements, donc des bureaux, chaises, tables. Il faut des étagères et donc pour la documentation et des échantillons bon, en métal aussi parce que l'entreprise, bah, je dirais, fabrique des machines-outils, donc ils ont des échantillons aussi de matière, donc il faut qu'ils soient recyclables. L'imprimante, bah, unique en réseau, bien sûr, au maximum recyclable avec du tonnerre recyclable, des feuilles issues de la production raisonnée et une consommation la plus basse possible. Un réseau informatique, eh ben, il faut des prises pour les PC portables afin d'éviter la Wi-Fi qui est gourmande en énergie. Le stockage des documentations, ben, en carton, pas de plastique et en papier recyclable, des bouteilles et des poubelles de tri sélectif. Et puis, ben, on pense au café, bien sûr. OK, en café, en papier, pas de capsules issues du commerce équitable, des tasses et pas de gobelets en plastique. Donc, on se fixe tout ça. Donc, ensuite, au niveau de l'impact du pôle, eh bien, lors de l'implantation comme de la fermeture, essayer de limiter les transports, le regroupement des fournisseurs en une seule livraison, privilégier les matériaux recyclables ou recyclés, privilégier le covoiturage lors des réunions pour limiter l'impact CO2. Ensuite, pour l'entretien, privilégier des entreprises éco-responsables et en impact consommation électrique, eh bien, est-ce qu'on va pouvoir trouver une source renouvelable là, quand on en est là, si vous voulez, on n'a pas encore de réponse. Alors, le choix d'une solution, 3 3 locaux sélectionnés et puis, pour ces 3 locaux, ben, on va valoriser chacun d'un point de vue environnemental et puis de la satisfaction au CDCF et puis par rapport au coût. Donc, on fait de l'analyse de la valeur classique. Donc, le local 1 en bleu, le local 2 en rouge et le local 3 en vert. Donc sur les 3 locaux, sélectionnés sur le bilan environnemental, bah, voilà le résultat que l'on a. Sur la satisfaction du local au niveau des fonctions issues du cahier des charges fonctionnelles, voilà le résultat et puis ensuite la valorisation, c'est-à-dire le rapport coût-budget, voilà le résultat. Bon, ben, on choisit le local numéro 2 parce que bon, globalement, c'est celui qui répond le mieux aux 3 bilans que l'on fait. Donc on choisit le local numéro 2. Alors, au niveau du bilan donc de cette étude, les durées effectives, parce qu'on nous dit on nous a toujours, on nous a reproché, on nous a dit: «Ah bah oui d'accord, mais alors déjà une analyse de la valeur, c'est long, mais alors si vous rajoutez en plus de l'éco-conception, hein, toutes les études que je vous ai montrées, on va plus s'en sortir». Donc je vous donne et je vous dis: «C'est faux», hein.
La durée effective, 7 jours pour faire l'analyse. Il y avait le pilote, en l'occurrence moi, plus 2 personnes à temps plein et 3 réunions avec les parties prenantes. Voilà, 7 jours. Voilà la recherche du local, elle a duré 3 mois. Ensuite, une fois qu'on a choisi le local numéro 2, eh bien, pour aménager le local, il y a eu 7 jours d'aménagement. Le local retenu, plus les travaux d'aménagement, répondent à 97% des critères éco-conception définis par l'étude. Et bilan financier, ben, on a amené, je dirais, au patron en disant, bah, écoutez, vous nous aviez donné un budget initial, eh bien, on arrive et on vous dit, c'est moins 10%. Eh bien, écoutez, le patron, il était content et il nous a dit, OK, banco. Alors, je vais vous faire un résumé parce qu'il y a des choses, je dirais, qui sont dans les têtes et qui pour moi sont fausses. Donc l'éco-conception, ce n'est pas une contrainte supplémentaire à votre étude projet. C'est un levier de compétitivité lorsqu'elle est pilotée par la valeur. C'est important. Les principes fondamentaux de l'éco-conception, c'est d'avoir une vision cycle de vie, une approche multicritère, des compromis optimisés et une amélioration continue. Donc, cycle de vie, on en a parlé. Au niveau du multiple critères, regardez l'air, l'eau, le sol et les ressources simultanément. Pour les prenez pas les unes à côté des autres ou bien n'en oubliez pas, si vous voulez. Ensuite, les compromis optimisés, ça veut dire éviter les transferts d'impact d'une étape à une autre. Et l'amélioration continue, eh bien, c'est quelque chose qui va et qui doit s'améliorer avec le temps. C'est-à-dire que quand vous faites un projet, donc analyse de la valeur éco-conception, il faut toujours être dessus, si vous voulez, et de regarder comment vous pouvez améliorer ce projet. Alors, quelle différence avec l'analyse de la valeur pure? Eh bien, une AV classique, lorsque vous faites, eh bien, vous optimisez la valeur donc, de votre projet, c'est-à-dire le rapport optimisation, donc satisfaction du besoin sur les coûts. Nous, on vous rajoute avec l'éco-conception l'optimisation des impacts de vos solutions, ce qui fait que au résultat, donc valeur plus impact, ça vous fait effectivement une optimisation globale qu'on appelle pour nous la valeur durable. Alors, pour le processus donc, de décision, c'est identifier les transferts, donc repérer les déplacements de pollution entre les étapes du cycle de vie, comparer les scénarios, et je dis bien les scénarios, ça veut dire qu'il vous faut au moins trois solutions différentes pour évaluer donc les options techniques et les options fonctionnelles, et puis mettre en regard les axes valeur, coût, impact. Et ensuite, vous allez décider, c'est-à-dire trancher sur quelle stratégie vous allez prendre au niveau de votre projet. J'insiste là-dessus. L'analyse du cycle de vie n'impose pas une réponse, elle éclaire l'arbitrage. C'est un outil d'aide à la décision, pas de décision automatique. C'est hyper important, ça. Qu'est-ce que la compétitivité économique durable? Eh bien, pourquoi l'éco-conception va vous permettre de faire et d'être compétitif dans vos projets d'une façon durable, parce que vous allez réduire les matières. Donc, puisque vous réduisez les matières, vous allez diminuer les coûts de production. Vous allez augmenter la robustesse réglementaire, c'est-à-dire que vous allez anticiper les lois environnementales, parce que les lois environnementales,
nos politiques mondiaux sont très gentils en nous disant faites attention, réchauffement climatique, etc. Mais quand on voit, alors je vais parler que pour la France, quand on voit les projets français, on dit ah bah oui, 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 l'environnement c'est important, mais quand on voit que les projets, je dirais environnementaux, il faut les recommencer parce que ça va pas, ça va, je dis moi je suis pas d'accord. Voilà. Ensuite, vous allez travailler sur l'efficacité énergétique, donc vous allez diminuer la facture énergétique de vos projets. Et quelque chose d'hyper important, c'est que je dis l'argument vert, c'est-à-dire écologique, donc va renforcer votre image de marque, donc va vous permettre d'augmenter votre chiffre d'affaires. C'est pour nous, si vous voulez, c'est ça la création de valeur. En regardant tout ça et en allant, je dirais, taper, et résoudre les problèmes de ces différents points. Donc, produire durablement, c'est produire mieux, c'est pas produire moins, que ce soit quelque chose de clair. Pourquoi vous allez produire mieux? Eh ben parce que vous allez prendre des décisions rationnelles, donc que vous pouvez expliquer. Vous allez être compétitif et vous allez créer de la valeur mesurable. Conclusion. L'association analyse de la valeur, donc éco-conception, permet de répondre à des concepts d'économie circulaire et soutenable, tout en diminuant les coûts et en satisfaisant les besoins des usagers. C'est hyper important, ça. Toutes les parties prenantes, eh bien, sont satisfaites dans cette approche. Et pour nous, donc on a des entreprises, si vous voulez, qui se lancent et qui se lancent dans ça, c'est de faciliter l'engagement des entreprises vers une reconnaissance. Nous, en France, on a une reconnaissance, qu'on dit RSE, c'est-à-dire, si vous voulez, solvable, soutenable, donc économiquement. Ensuite, je vous ai mis donc quelques contraintes parce que cette démarche d'éco-conception, bah, il faut une contrainte, vous avez des contraintes, des budgets, une approche rigoureuse, un travail sur toute la chaîne du produit. Donc, vous allez avoir besoin d'avoir des relations étroites entre les fournisseurs et puis les collecteurs et les recycleurs. Par contre, dites-vous bien que vous en tirez des bénéfices. Je vous remercie. J'espère que je vous ai intéressé à l'éco-conception. Je vais répondre à vos remarques et à vos questions. Et puis simplement, je ne vais pas expliquer, mais pour vous, puisque vous allez avoir, je dirais, le PowerPoint à votre disposition, eh bien, je vous ai rajouté quelque chose qui est pour nous, et puis pour le monde entier, quelque chose d'hyper important, c'est que nos voitures, elles sont, je dirais, de plus en plus électriques. Alors, je vous ai fait une petite sur les batteries qu'on met dans vos voitures, c'est-à-dire les batteries lithium. Eh bien, vous allez avoir des exigences, quand vous étudiez, vous avez des exigences techniques qui sont hyper satisfaites, c'est formidable. Seulement, manque de bol, toutes les exigences environnementales, elles ne sont pas satisfaites du tout. Alors, effectivement, on fait de l'éco-conception, vous regardez le plus, vous regardez le moins. Après, bah, je dirais que c'est à vous et à votre groupe de résolution de problèmes, eh bien, de choisir. Voilà, je suis à votre disposition.